Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous nous retrouvons bien sûr au Global Street Trader Academy, le GSTA. Ici, François Ablé, on se retrouve pour parler de sujets d'ordre économique, financier, sorte de manière générale, hein, ou ça peut être aussi des thèmes universitaires que je développe au cours de ces émissions, que vous appréciez d'ailleurs tous. Alors voilà, c'est une immense joie pour moi de présenter cette émission et nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine, le vendredi. On aura bien sûr des chiffres concernant les chiffres d'emploi et les chiffres sur le chômage et tout ça. Ça a été une semaine assez particulière parce qu'on a une semaine qui était très chargée en termes de nouvelles macroéconomiques, nouvelles fondamentales, surtout avec les banques centrales. Et c'est dans ce contexte-là que, bien sûr, je vais parler, bien sûr, d'un sujet qui est très intéressant, qui est en fait de comment s'enrichir durant une crise financière ou durant un crack boursier. Voilà, c'est un gros sujet, mais je vais essayer de le synthétiser à ma manière, bien sûr, et je crois que chacun aura en fait une idée de comment est-ce qu'on puisse se comporter durant une crise financière. Je vais donner mon point de vue là-dessus, comment s'enrichir, et qui peut s'enrichir d'ailleurs. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon nom est François Ablé. Je suis trader particulier comme vous, hein. Je suis également trader actif, responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, le Global Street Trader Academy, qui est basé au Canada, voilà, et aussi donc qui a une mission pour aider tous les traders particuliers à devenir rentables sur les marchés financiers et à bien sûr interpréter à leur manière comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit justement des contextes financiers et économiques, voilà, pour en fait dans le but de progresser dans leur activité de trader. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr nous rejoindre à notre page Facebook qui est le GSTA Global Street Trader Academy ou également sur YouTube, notre chaîne YouTube qui est GSTA également, Global Street Trader Academy, ou aussi vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre site web qui est le www.gstacademy.com. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de l'enrichissement pendant les contextes de crise financière mondiale. Alors devant vous, vous avez un récapitulatif, un sommaire chronologique des différentes crises financières qui ont secoué le monde. Rassurez-vous, c'est une liste non exhaustive. J'ai seulement pris les crises majeures qui ont secoué le monde de la finance internationale et économique. Il y avait aussi des petites corrections au cours de certains décalages entre des années, mais j'ai recensé les plus populaires et en fait, celles qui ont été, dont l'impact a été majeur. D'accord? On a eu bien sûr, entre 1929 et 1937, on a eu bien sûr la Grande Dépression. Après, on a eu bien sûr en 1946, on a eu les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale qui a duré 6 ans, hein, d'accord, de septembre, je pense, de septembre 39 septembre 39 à septembre 45, 6 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait partie donc du contexte de la Deuxième Guerre mondiale où on parlait de reconstruction. Voilà, en 46, on a perdu moins 28%. Pendant la Grande Dépression de 1930, 1929, 1930, on a perdu 57%. D'accord? En 52, on a eu une crise monétaire qui a été bon, la conséquence c'était la crise monétaire, mais c'est en fait la flambée brutale des coûts des matières premières qui a obligé les États puissants de l'époque à déprécier toutes leurs monnaies. Donc on a une chute brutale de la monnaie. Donc ça s'est passé en 1952 où on a perdu seulement 15%. En 59, on a eu le contexte de la guerre entre les États-Unis et le Cuba, voilà, avec Fidel Castro, bien sûr, en janvier 59. Donc, ça a créé ce cafouillage-là de 14%. En 66, on a eu bien sûr une crise américaine sur le crédit. Donc, tous les ménages se sentaient attrapés par le coup, bien sûr, avec les cas de crédit et puis la consommation. Donc, on a perdu 22%. De 73 à 74, on a eu un choc pétrolier dans la plupart des pays. C'est là que c'est en fait à 74 on a décidé de mettre en place l'OPEP, d'accord, pour contrôler justement la flambée, pour éviter les flambées des chocs pétroliers, puisque le pétrole est lié à l'inflation. Et s'il y a une inflation, bien sûr, ça agit négativement sur la dette, donc les bons du trésor. Donc, il y a eu un crack obligataire en Angleterre.
C'est passé en 74, 73, 74. En 80, on a vu également une chute brutale du coût des matières premières, des valeurs refuges telles que l'argent et l'or, et aussi des denrées alimentaires, donc les matières premières agricoles, notamment ce qui a créé la famine dans la plupart des pays africains. Ça s'est passé en 1980. On a eu une baisse de 28%. En 87, on a eu un crack obligataire et qui a eu un effet contagion sur le marché action. En 94, on a eu une petite correction, mais quand même non des moindres, qui a causé une perte brutale de 9% des valeurs obligataires. En 2000-2001, on a eu l'éclatement des shorts du dot-com, l'éclatement des bulles technologiques, où on a perdu 50%. De 2007 à 2008, vous avez vu la crise financière dû au défaut de paiement où on a perdu 58%. Et puis, selon l'ordre chronologique, donc de façon statistique, on devrait normalement avoir une crise financière cette année ou l'année prochaine. Bon, je ne suis pas ici pour lancer des alertes, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, rassurez-vous, mais les statistiques sont là, d'accord? Quand on regarde de façon chronologique, on constate que l'écart lorsque les crises se produisent, ça se passe de 7 à 10 ans. D'accord? Donc, si on a eu une crise financière en 2008, 2007, 2008, normalement, c'est-à-dire à partir de 2015, 2016 jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore eu jusque-là, mais c'est pour ça que j'ai mis 2018, 2019, 3 points d'interrogation. On a vu récemment l'ancien brillant président de la Fed qui s'appelle Alan Greenspan. Il a parlé encore de irrational exuberance, donc exubérance irrationnelle, parce que c'est lui qui était l'auteur de cette phrase, bien sûr, des années 2000, avant, pour avertir en fait de la crise des valeurs technologiques qui a eu lieu, dont l'économiste Robert Shiller avait justement écrit des bouquins, lui qui a été récipiendaire du prix Nobel, avait donc évoqué bien sûr ce contexte de marché où tout ne fait que progresser grâce à cause d'une euphorie. Et on se retrouve dans les mêmes paramètres maintenant. Bon, la question n'est pas de, bien sûr, il faut savoir un peu l'historique, un peu comment est-ce que ça se produit, l'intervalle auquel ça se produit pour être prêt. Mais ce que moi je remarque, c'est que toutes les crises financières ou les cracks obligataires, tout ce que vous voulez, ou tous les cracks financiers, économiques, ont un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est que l'argent ne disparaît pas. L'argent ne s'évapore pas. L'argent se déplace de poche en poche. D'accord? Parce que dans l'économie ou dans la sphère financière, dans la bulle financière, il y a toujours deux camps. Il y a les acheteurs, il y a les vendeurs. D'accord? Donc, si un marché n'est pas contrôlé par les vendeurs, il est forcément contrôlé par les acheteurs. D'accord? Et l'argent, donc, se déplace de poche en poche. D'accord? Il y a un transfert de poche, transfert de flux, un transfert de fonds. Donc, pour profiter bien sûr de la crise financière, il faut être du côté de ceux qui vont recevoir et non pas ceux qui vont envoyer l'argent. D'accord? Et bien sûr, il faut avoir en tête que justement, quand la crise se produit, ceux qui ont de l'argent en perdent et ceux qui n'ont pas de l'argent en gagnent. D'accord? Donc ceux qui sont riches deviennent de moins en moins riches et ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus riches. D'accord? On a vu récemment avec la petite correction qui s'est passée sur la correction du 5 février sur le S&P, sur les bourses mondiales, on a vu que quand le Dow Jones et le S&P ont perdu 5%, des gens comme Jeff Bezos, comme Warren Buffett, comme Bill Gates, donc ces milliardaires, ces multimilliardaires ont perdu à eux seuls, je crois, à peu près 12 milliards. Voilà. 4 personnes qui perdent 4 personnes qui perdent 12 milliards lorsque des indices corrigent de entre 3 à 5%. Comprenez? Donc, ceux-là, bien sûr, ce ne sont pas des traders, ce ne sont pas des spéculateurs, ce sont des investisseurs. Donc, ils ont placé leur argent dans la sphère, dans la bulle financière depuis de nombreuses années. Donc, quand ces valeurs-là diminuent, leur portefeuille aussi diminue. La valeur de leur portefeuille diminue. Mais normalement, un trader doit s'enrichir. C'est-à-dire un trader, vous et moi, donc les spéculateurs doivent s'enrichir. Les contextes de crise ne sont pas faits pour les investisseurs. Celui qui investit actuellement, je considère qu'il sera perdant dans 2-3 ans à venir. Parce que quand on suit l'ordre chronologique des différentes crises, il y aura forcément une crise qui va arriver. Quand? Je ne sais pas.
j'ai mis comme ça 2018-2019 selon l'ordre chronologique, mais ça peut être en 2020, ça peut être en 2021, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y en a une qui arrive. Et selon les études, selon les statistiques, quand à coup d'œil, hein, quand on suit même l'ordre chronologique devant nous, on voit que les crises financières deviennent de plus en plus brutales lorsque le temps avance. D'accord? On a commencé à perdre moins 57% lors de la Grande Dépression. Après ça, on descendait un peu, un peu, un peu, un peu. Après, on est remonté encore. Après, on est descendu un peu, redescendu. Et après, là, on est remonté encore plus fort. D'accord? Donc, l'attitude à avoir durant ces périodes de crise, en fait, c'est de oser. D'accord? C'est de oser, c'est-à-dire que c'est de ne pas avoir peur. D'accord? Mais pour ne pas avoir peur, il faut être préparé psychologiquement. Il faut être préparé à des scénarios brutaux qui peuvent se produire, d'accord? Parce que vous avez vu récemment, quand il y a eu la baisse du dos de 5%, des gens comme moi, d'autres personnes également, des traders sur les réseaux sociaux, on a vu, à travers le monde, ont gagné de l'argent. Tandis que des gens comme Warren Buffett, Jeff Bezos, Bill Gates et consorts, on a perdu. Puisque je viens de vous dire que eux, ce ne sont pas des traders, ce sont des investisseurs. D'accord? Nous sommes des traders, nous sommes des gens qui cherchent des opportunités afin de profiter de ces opportunités-là. Donc, pour un investisseur, ce type de marché, ça ne convient pas. D'accord? Un investisseur, leur période, c'est pendant la reprise. C'est-à-dire quand tout s'effondre, c'est la bonne période pour les investisseurs. C'est là que les investisseurs maintenant vont rentrer pour acheter lorsque tout est bas et puis ils vont laisser courir pendant encore 7 à 10 ans, de nombreuses années, pour après, en fait, pour être choqué par des secousses. D'accord? Et bien sûr, dans ce type de marché, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas en faire beaucoup, puisque normalement, en bourse, plus vous avez un gros capital, plus votre capital encore se décuple, d'accord? Et lorsqu'on a des paniques, comme on appelle des sell-off, des paniques, en général, un investisseur, ça va dépendre de sa psychologie. Soit il va se départir de tout ce qu'il a, d'accord? Il va se départir de tout ce qu'il a parce qu'il a peur. Comme j'ai bien pu le constater récemment, quand il y a eu la petite baisse de 5%, il y avait certains investisseurs qui ont retiré tous les avoirs d'une banque canadienne dont je ne citerai pas le nom, mais j'ai un ami qui travaille là qui m'a dit qu'il avait des clients en termes de gestion de privé, gestion de portefeuille. Il y avait des clients qui l'appelaient de fermer toutes leurs positions ouvertes sur les indices composites du Dow Jones ou du S&P, d'accord? Parce qu'ils ne supportent pas ce genre de baisse-là. Puisque, quand je vous ai dit, quand on est investisseur, quand on a des baisses brutales comme ça, c'est le portefeuille qui fond, comme la neige au soleil. Mais pour un trader, pour un spéculateur, c'est bon, c'est intéressant parce que nous, on peut shorter le marché, d'accord? Eux ne peuvent pas shorter le marché. Eux, ils ont payé des titres, ils détiennent des titres de valeur et ils ont investi. C'est fait pour sur le long terme, sur des périodes de 5, 10 ans, 20 ans, d'accord? Mais nous, on peut shorter, on peut acheter, on peut spéculer, bien sûr, sur les produits dérivés, notamment les CFD, notamment les warrants, les options, les contrats à terme comme les futurs, etc. Donc, ce type de marché, cette configuration de marché, pour moi, selon moi, pour s'enrichir, c'est bien sûr avec les produits dérivés. Et c'est bien sûr un spéculateur qui peut s'enrichir durant ce genre de configuration. Si on était par exemple en 2010 ou en 2009-2010, en ce moment, dans cette phase de marché, tout monte, hein, parce qu'on est en pleine reprise, tout monte. Donc en général, un investisseur, il paye, lorsque tout est à terre, il a le meilleur prix possible et il peut rentrer avec beaucoup d'argent pour en faire encore plus. Ce qui a fait par exemple un monsieur qui s'appelle David Tepper, je crois. Oui, David Tepper, le gérant fondateur du fonds Appaloosa Management, qui a réalisé, c'est l'auteur de la phrase Too Big to Fail, où il considérait que les banques américaines sont trop grosses pour s'effondrer et qu'il a déduit que forcément, il y aura l'intervention du gouvernement pour sauver ces banques. Et donc, lui, avant que ça se produise, il a anticipé en achetant toutes les actions de compagnies aériennes, compagnies d'assurance, compagnies bancaires, tout, parce qu'il croyait à une reprise justement due à l'intervention
du gouvernement américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les actions, tout s'est mis à remonter et il a réalisé à lui tout seul plus de 12 milliards de dollars dans cette opération. D'accord? En seulement, je crois, 3 ans, puisqu'il a investi, il a acheté toutes ses parts, je crois, en 2009 et il a clôturé ses positions en 2013. D'accord? Donc en 4 ans. Alors, lui, il a un peu un profil un peu spéculateur parce qu'il a profité de ce momentum-là. C'est plus un trader, d'accord? Hein, des gens comme aussi Paul Tudor Jones qui a profité du crack de 87. Donc, les hedge fund managers que vous connaissez, les traders, les grands traders, John Paulson, David Tepper que je viens de citer, Paul Tudor Jones, voilà, ces gens de personnes, ces traders-là, eux, ils profitent justement de ces cracks-là. Ou bien récemment, on a eu, je crois, on a eu, je pense que c'était Ray Dalio, voilà, Ray Dalio qui avait dit qu'il était short sur les indices européens. Évidemment, il n'a pas shorté, c'est de la communication. Hein. En général, quand ils disent qu'ils sont short, en fait, c'est le contraire, parce qu'ils mettent de la pression pour que tout s'effondre avant, après, ils viennent payer plus bas et puis ils font des profits avec ça. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège, bien sûr. Alors, donc, pour ce type de personnes, en fait, sont plus des traders, à mon avis. C'est plus des gens comme nous qui recherchent des opportunités pour transiger. Mais pour les investisseurs, lorsqu'on est investisseur, en général, c'est sur le long terme, d'accord? C'est sur le long terme, surtout en bourse. Investisseur boursier, pour moi, ça me parle sur le long terme. Par exemple, Warren Buffett, c'est un investisseur boursier, ce n'est pas un trader. C'est quelqu'un qui a acheté le dos depuis 1980-1990, d'accord? Donc, même si le dos s'effondre un peu, bon, c'est un peu comme quelqu'un qui a acheté le Bitcoin en 2009, ok? Il a acheté le Bitcoin quand ça valait 50 dollars. Le Bitcoin est monté jusqu'à atteindre 20 000 dollars. Bon, même si le Bitcoin descend de 20 dollars jusqu'à 10 000 dollars, il n'a pas vraiment perdu de l'argent puisqu'il a acheté à 50 dollars. Il a acheté très bas, d'accord? Maintenant, si ça descend encore très, très, très bas, il peut revenir pour racheter encore d'autres bitcoins ou bien d'autres. Donc, cette logique, justement, ça, c'est une logique investisseur. Mais, vous, en tant que trader, votre réflexe, c'est d'être préparé psychologiquement, mentalement, de savoir qu'il y a une crise qui arrive. Et quand vous faites des beaux scénarios, il faut être prêt parce que le but, c'est de ne pas être exposé au moment où ça se produit. Justement, évidemment. Parce que si ça se produit le jour que vous êtes exposé, vous allez vous faire avoir. Donc, quand vous faites vos scénarios, soyez prudent. Faites des scénarios, en fait, disons, de prudence, c'est-à-dire de vous mettre en tête que tout peut arriver parce que, personnellement, bien vrai que j'ai bien profité de la baisse du dos, mais si je vous dis sincèrement, je ne pensais pas que le dos allait perdre 5% ce jour-là. J'avais juste mis ça dans mon scénario pour dire que si potentiellement on baisse, puisque on avait baissé le vendredi avant la baisse de 5%, on avait perdu déjà 750 points le vendredi. Donc, en tête, déjà, je me dis, si la baisse continuait, donc il y avait toujours un si, donc il y avait une condition. Donc, si la baisse continuait, voilà comment j'allais me positionner. Et effectivement, le dos a continué à baisser le lundi et donc j'ai profité. D'accord? Mais supposons par exemple qu'on avait clôturé à la hausse le vendredi, je n'allais pas avoir en tête qu'on allait perdre 5% le, le lundi qui ouvrait. D'accord? Donc, c'est imprévisible. Mais pour un trader, par exemple, qui est très expérimenté, ou mettons que maintenant que nous avons, je peux dire, la chance, puisque nous sommes nés dans une période où il y a eu presque 15, si on compte à l'écran, peut-être environ 10 à 15 cas qui se sont passés. Donc, on a quand même un historique, on a quand même l'expérience. Donc, faites attention. Moi, j'en parlais depuis août 2017 qu'à un moment donné, les marchés vont corriger. J'en parlais en août 2017. On a eu la correction en février 2018, donc je ne sais pas moi, 7 à 8 mois plus tard. Ça ne veut pas dire que j'étais short sur les indices. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que lorsque je faisais des scénarios, j'avais toujours en tête, j'étais toujours conscient qu'on peut se retourner un jour un jour dans la semaine, peu importe, tôt ou tard, on va potentiellement se retourner parce qu'on a pris que des lignes droites. Vous voyez? Regardez par exemple à l'écran ici le S&P. Hein, il a fait que même si on a eu des petites corrections au cours du temps, il n'a fait que monter, 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 monter. Correction, il monte, il corrige, après on est monté. Là, c'était en fait en 2014.
2014-2015, on a eu un crack au niveau de la Chine. D'accord, on a eu un crack au niveau de la Chine. Mais en 2014, ici, 2013-2014, je crois, on avait eu le flash crack, ce qui avait été provoqué par, ou je pense que c'est en 2012. En tout cas, cette période ici, c'était en fait causé par les ordinateurs, c'est-à-dire les algo traders avaient créé, il y avait eu un court-circuit. Et depuis là, bien sûr, on a continué à progresser sans jamais être arrêté seulement depuis le 5, pardon, depuis le 5 février, on a eu la petite correction de 5%. Alors, pour finir donc cette émission, c'est pour vous dire, donc, soyez prudents, établissez des scénarios, soyez prêts, d'accord? Il faut que chacun ait son parachute à son dos, comme ça, quand l'événement se produit, chacun saute, sauf qui peut, ou souvent on dit short qui peut, voilà. Et ce n'est pas une bonne période, selon moi, pour un investisseur de long terme, parce qu'on est dans des phases de marché où potentiellement, il va se passer quelque chose. On a eu un avertissement récemment, en février, le 5 février, ce n'est pas encore fini. D'accord? Le biais demeure encore. Il est encore même plus persistant. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes investisseur, faites attention. Je crois que, selon moi, ce n'est pas le moment de rentrer dans une optique de long terme. C'est mieux d'attendre quand tout s'effondre, pendant que tout le monde a peur. En ce moment, vous rentrez, vous payez plus bas, plus cher, et vous pouvez donc vous enrichir parce que c'est juste un transfert de fonds. L'argent ne va pas disparaître dans le marché. L'argent va juste être dans les airs et chacun vient, chacun se sert. Merci d'avoir suivi cette émission. Je crois que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à m'encourager à laisser un pouce bleu pour booster les tendances, à écrire des commentaires, vos questions, des sujets que vous aimeriez que j'en parle. Et puis aussi, si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, faites-le savoir parce que je suis là pour ça. La contradiction, c'est bon, ça m'améliore, ça permet de m'améliorer. Partagez là aussi dans les groupes, ça augmente les audiences. Et puis, je vous dis bon week-end et puis à plus tard, donc à lundi pour le Weekly Market Analysis. Merci encore et au revoir.